et bienvenue dans cette émission de l'eau dans le gaz. De l'eau dans le gaz, c'est quoi? C'est une émission qui est proposée par Écosciences Pays de la Loire où on va à la rencontre de chercheurs et de chercheuses de la région pour en apprendre plus sur la recherche en train de se faire. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Marty. Vous êtes enseignant-chercheur à Centrale Nantes. Vous êtes chef de projet du cluster Cargo. Le cluster Cargo, ça rassemble des laboratoires de la région nantaise qui travaillent activement à trouver des solutions pour décarboner le transport maritime. Donc, c'est notre sujet du jour. Comprendre quels sont les enjeux de la décarbonation du transport maritime. Et la décarbonation dans ce secteur, c'est un des grands enjeux aussi de la transition écologique, puisque ça représente 3% des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est aussi que 90% des marchandises passent par la voie, par le transport maritime. Et donc aujourd'hui, on va parler des différents enjeux environnementaux de ce secteur et quelles solutions potentiellement sont envisagées pour atteindre... Alors, j'ai dit neutralité carbone, mais peut-être que la neutralité carbone ne sera pas forcément un objectif facile à atteindre. On verra ça ensemble. Oui. Alors pourquoi le transport maritime? Comme tous les secteurs, il faut le décarboner. Néanmoins, c'est un secteur qui est un peu plus difficile à décarboner que d'autres secteurs. Par exemple, pour décarboner l'électricité, on sait faire, quoi. Enfin, on sait faire. Il y a encore de gros enjeux, mais si vous voulez, on a les capacités. On a déjà des technologies matures pour décarboner l'électricité. Pour le transport maritime, c'est assez différent. Ça fait partie des secteurs les plus difficiles à décarboner, avec l'industrie lourde, avec l'aviation. Et c'est un secteur qui est assez en dehors des radars pour le grand public. Donc ça, c'est un porte-conteneur géant. Donc ça, c'est vraiment... c'est le transport maritime. Certains disent que c'est le sang, le réseau sanguin de l'économie mondiale, en fait. Et donc, alors la photo rend pas forcément hommage à son immensité, mais c'est un bateau qui fait quand même 400 mètres de long. 400 mètres, regardez sur une carte, 400 mètres, c'est vraiment immense, 400 mètres. C'est plus grand que la Tour Eiffel, évidemment. Et si on regarde, alors là, je peux zoomer, non, à mon avis. Si on voit tout en bas, sur la première rangée, il y a 2 conteneurs, là, le rouge et le vert. Et donc, ceux-là, c'est des conteneurs de 20 pieds ou 6 mètres de long. Et on peut en stocker 20 000. D'accord. Alors 20 000, des petits, là, comme ça, 20 000, ça paraît un petit peu difficile à se représenter. Donc moi, je l'ai mis sur un train. Je me suis dit, on va essayer de faire un train qui contient 20 000 conteneurs. Et si on met ces 20 000 conteneurs sur un train, et ça fait un train qui va de Nantes jusqu'à Sablé-sur-Sarthe. Donc il a déjà dépassé Angers. Et il arrive à Sablé-sur-Sarthe. Donc il n'a pas encore fini de quitter la gare de Nantes, qu'il est déjà arrivé à Sablé-sur-Sarthe. Donc si on reprend le porte-conteneur de tout à l'heure, il est équipé d'un moteur diesel 2 temps. Donc ça, c'est le moteur. Voilà, ça c'est le moteur qu'on voit à l'écran. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un moteur cathédrale, tellement il est immense. On appelle ça un moteur cathédrale. Et vous voyez, il y a des techniciens qui peuvent rentrer en fait dans le moteur. Et donc ça fait 75 mégawatts. Et donc je l'ai converti en Twingo. Et donc 75 mégawatts, ça fait 1600 Twingo. Et là, si vous vous souvenez que le porte-conteneur, il pouvait transporter 20 000 conteneurs. Pour 1600 Twingo, vous commencez à réaliser l'efficacité en fait d'un tel moyen de transport. En puissance, c'est l'équivalent d'une Twingo qui tire 12 petits conteneurs. Donc c'est pas mal, c'est drôlement efficace. Pour faire une image inverse, c'est un peu comme si vous équipiez un poids lourd d'un moteur de mobilette en fait. Alors, les moteurs qu'on a vus, là, ils ont un rendement d'environ 50%. C'est-à-dire que pour fournir une unité de travail, ils ont besoin de 2 unités de carburant. 2 pour 1, 50%. La Twingo, c'est 25% de rendement. Donc, ils ont besoin de 4 de carburant pour 1 de travail. Voilà. Vous avez donc en puissance installée, vous avez la Twingo, donc le porte-conteneur, c'est équivalent à une Twingo qui tire 12 conteneurs. Mais en émission de CO2, c'est encore mieux. Le ratio est encore plus impressionnant. Parce que, alors j'ai pas fait le calcul précis, mais ça sera à peu près une Twingo qui tire 24 conteneurs. Et alors, si on regarde des chiffres un peu plus scientifiques, là vous avez le graphique à gauche. Vous avez donc ce qu'on appelle l'intensité carbone du transport en grammes de CO2 par tonne et par kilomètre. Donc quand je déplace 1 tonne de marchandises sur 1 kilomètre, combien de grammes de CO2 je vais émettre. Et donc, vous voyez que vous avez le rail et le transport maritime qui sont tout en bas, avec le maritime qui est même parfois meilleur que le rail. Et vous voyez que c'est largement préférable aux autres moyens de transport.
Et en fait, les principales forces résistives qui s'appliquent au navire, elles vont s'appliquer à l'avant du navire. Si vous doublez la taille du navire, vous n'allez pas consommer 2 fois plus d'énergie. Voilà, il y a un ratio surface sur volume transporté qui devient de plus en plus intéressant. Et en fait, vos frottements, ils sont proportionnels à la surface du navire, là où votre capacité de transport, c'est proportionnel plutôt au volume. Donc si vous agrandissez le navire, juste en fait, mathématiquement, votre ratio il devient de plus en plus favorable. Et donc, plus le navire est gros, à même technologie, j'ai envie de dire, plus le navire est gros, moins il va consommer par conteneur. Ma question suivante, c'est quel est l'impact en fait environnemental? Alors, il y a tout un tas d'impacts. Donc, il y a les gaz à effet de serre. Et donc ça, c'est le premier impact environnemental dont on peut vraiment parler. Le la plus gros, majorité, quoi, des gaz. c'est les gaz à effet de serre. Donc CO2 puis fuite de méthane. D'accord. Ensuite, si on regarde d'autres impacts environnementaux, vous allez avoir la pollution atmosphérique qui va surtout être présente dans les villes portuaires. Notamment du fait qu'on est beaucoup moins regardant sur la qualité des carburants pour le transport maritime que pour le transport terrestre. Donc ça, c'est les polluants atmosphériques. Principalement, c'est mauvais pour notre santé. Mais il y a aussi des impacts sur le réchauffement climatique et sur la biodiversité. Ensuite, il peut y avoir les marées noires. Alors ça, c'est un problème, heureusement, qui est, je dirais pas en passe d'être résolu, mais ça s'est grandement amélioré depuis qu'on a amélioré notamment la sécurité en mer et on a fait des navires à double coque. Donc ça, c'était le troisième impact environnemental. Ouais. Et ensuite, vous avez mais ça, c'est des sujets que je maîtrise vraiment pas du tout, mais vous avez par exemple les bruits marins sur la biodiversité. Et vous avez aussi le transport d'organismes vivants, d'animaux, et donc des espèces invasives. Vous savez, je vous ai dit qu'il y a des doubles coques. Oui. En fait, ces doubles coques, on va les remplir d'eau pour ajuster la hauteur du navire sur l'eau. Et en fait, on va prendre de l'eau de mer et on va remplir. Et donc, si on prend l'eau de mer, là, on prend les micro-organismes. Alors maintenant, il y a des règles pour régler ça. Et donc, il faut retraiter les eaux avant de les rejeter. Donc là, on a fait le tour. Et donc maintenant, on va peut-être parler un petit peu des potentielles solutions. Qu'est-ce qui est envisagé? Alors, souvent, il y a une façon de présenter les solutions en 3 catégories. Il y a 3 boîtes qu'on utilise généralement. C'est la sobriété, l'efficacité énergétique et le changement d'énergie. Donc, la sobriété, l'idée, c'est de réduire son besoin. Donc, la sobriété, c'est vraiment me dire je vais aller moins vite ou je vais utiliser moins de transport maritime. Le deuxième pilier, c'est de dire pour faire le même service qu'avant, donc pour aller à la même vitesse qu'avant et transporter le même nombre de conteneurs qu'avant, je vais consommer moins d'énergie. Ça, c'est de l'efficacité. Et ensuite, vous avez le changement d'énergie et donc les énergies décarbonées. Je passe d'une énergie fossile à une énergie décarbonée. Continue un tout petit peu sur la sobriété. Sur la sobriété, puis après, je Parce que la sobriété, ça peut être, par exemple, baisser la vitesse du navire. Donc ça, c'est un levier qui est utilisé depuis très longtemps. D'accord. Puisqu'en fait, ce qui est intéressant à comprendre d'un point de vue physique, c'est que l'évolution de votre consommation, en fonction de la vitesse, c'est pas linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que si je multiplie ma vitesse par 2, je ne multiplie pas ma consommation par 2, mais par beaucoup plus que 2 en fait. Donc on a fortement intérêt à réduire sa vitesse. Et ça, on le fait depuis longtemps quand même. Donc si on passe sur l'efficacité énergétique, il y a encore des beaux progrès à faire. Donc par exemple, on peut améliorer la carène. Ça, c'est la forme du navire pour essayer de s'assurer qu'on a une résistance la plus faible possible à l'avancement. On peut essayer de pousser le navire aussi de manière plus efficace. Donc là, c'est fait avec des hélices. Il y a encore du travail sur optimiser les hélices. Il y a déjà des designs d'hélices qu'on connaît qui sont plus efficaces, mais qui sont plus sujets à des problèmes de maintenance, des problèmes de panne, tout ça. Donc, voilà, ça, c'est des choses qu'on peut améliorer. On peut gagner 10% peut-être avec de nouvelles hélices. Et donc ça, c'est l'efficacité énergétique. Vous avez le routage, par exemple, aussi. Le routage, c'est l'idée de déjà de trouver le chemin le plus court, mais ça peut être aussi de trouver le chemin avec le moins de courant, le moins de mauvais temps. Donc ça participe aussi de l'efficacité énergétique. Et puis ça peut être aussi l'idée de dire je dois arriver dans 10 jours à tel port, eh bien je veux être sûr d'avoir la bonne vitesse et de ne pas arriver trop tôt. Et puis après, vous avez le levier changement d'énergie. Donc là, ce que je vous disais, les navires, ils consomment à 99,9999 du fuel. Et donc l'idée, là, c'est de changer de carburant.
Et donc ça, c'est la troisième boîte, la troisième catégorie, donc le changement d'énergie. On va essayer de trouver des nouvelles énergies. Et donc voilà, le gros levier à l'avenir, ça va être les biocarburants et les carburants de synthèse. Donc on va essayer de garder éventuellement le moteur à combustion interne, l'adapter éventuellement, pour qu'il brûle autre chose. Les carburants de synthèse, l'idée c'est de faire de la chimie à partir d'électricité. Donc vous allez utiliser de l'électricité dans un électrolyseur pour faire l'hydrogène. D'accord? Oui. Ou vous pouvez décider de le transformer en un gaz qui est beaucoup plus facilement compressible, par exemple l'ammoniac. Donc ça, c'est NH3. Et donc NH3, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de carbone. Bon, comme l'hydrogène, hein. Vous n'avez toujours pas de carbone. Et donc quand vous le brûlez, toujours dans une pile à combustible ou un moteur à combustion interne, quand vous le brûlez, vous n'émettez pas de CO2. Et après, l'autre troisième gros candidat, c'est le méthanol. Alors, le méthanol, c'est un carburant qui est liquide, qui est proche de l'alcool, qui contient par contre du carbone. Et donc, il faut recarboner en fait. Donc, ça, il faut prendre du carbone de quelque part et le rajouter à notre hydrogène pour faire cette molécule de méthanol. L'avantage, c'est que c'est un carburant liquide et le liquide, ça fuit beaucoup moins facilement que le gaz. Et ça peut se mettre dans des moteurs diesel avec une adaptation qui est relativement facile. Et nous, d'ailleurs, dans notre équipe, au sein du Léa, on est en train de convertir un moteur diesel au méthanol et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en termes de combustion. Et voilà. Ben là, c'est encore une énergie décarbonée. Mais voilà, c'est une filière clairement d'avenir, qui est d'ailleurs très foisonnante en Pays de la Loire. Alors, il y a toujours un moteur sur ces navires-là, parce qu'on on parle souvent d'assistance vélique. Donc, l'assistance vélique, l'idée, c'est de dire ça va aider le moteur, ça va soulager le moteur. Donc, quand il y a beaucoup de vent et que les régimes de vent sont favorables, et alors là, sur ce navire, je ne sais pas, ça va peut-être pouvoir faire 50% de la propulsion, peut-être plus. Mais parfois, vous avez un vent qui est face à vous ou pas de vent du tout, et là, ça va être le moteur diesel qui va faire tout l'effort. Et alors, vous avez d'autres technologies, donc là, ça, c'est des voiles rigides, mais vous avez aussi des voiles gonflables. Vous avez aussi des espèces de cerfs-volants, des voiles de kite. C'est plus on était. Si on était du coup sur les solutions. Je ne sais pas si on a fait le tour. On peut éventuellement parler un tout petit peu de la dernière, parce qu'elle me concerne un tout petit peu, parce que j'ai un collègue qui a un projet de recherche justement avec Zéphyr et Boré, où on va faire de la capture de CO2. Donc ça, c'est aussi un projet, c'est un axe fort du maritime. Et donc là, l'idée, c'est de garder des moteurs diesel, peut-être qu'ils vont consommer du fuel, mais on va essayer de capter le CO2 à l'échappement. D'accord. Donc là, c'est une mini-usine que vous avez à bord du navire. Alors, vous avez différentes techniques, soit chimiques, soit cryogéniques, je crois. Et donc, vous avez des techniques, là, on travaille sur des techniques cryogéniques pour capter le CO2 et le stocker. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on stocke tout le CO2 pendant tout le trajet, et puis après, il faut en faire quelque chose de ce CO2. Bah oui. Donc, soit vous l'utilisez dans une industrie qui a besoin de CO2, soit il faut essayer de l'enfouir. Donc, c'est la capture et le stockage de CO2. Et là, c'est assez Shadok, parce que faut imaginer des ports hubs qui vont récupérer tout le CO2 de plein de bateaux, qui vont transvaser ce CO2 sur un autre bateau qui va être dédié uniquement au transport de CO2, et qui va aller, par exemple, dans un ancien puits de pétrole en Norvège, un puits de gaz en Norvège, et qui va réinjecter ce CO2 dans ce puits, dans ces poches de gaz. Pourquoi est-ce que potentiellement ça va être compliqué d'atteindre la neutralité carbone, parce que pas tout ce qu'on a dit. Il y a plusieurs réponses. Alors, déjà, on a vu que les technologies, elles sont nombreuses, mais elles sont peu matures encore. D'accord ? Et puis, voilà, elles sont peu matures, donc ça va être difficile à décarboner. Ensuite, c'est un moyen de transport qui est déjà assez efficace. Il faut savoir aussi que le transport maritime, c'est très hétérogène. Enfin, la flotte, elle est très hétérogène. Donc vous avez une flotte qui est très hétérogène. Alors, vous n'avez pas que les porte-conteneurs, et puis vous avez des tailles différentes. Donc les solutions vont être très différentes en fonction du type de navire, de la taille de navire. On n'a pas parlé de l'électrification des batteries. Ça, c'est un autre des secteurs, des grosses pistes d'avenir, mais plutôt pour les distances courtes, dans un premier temps. Donc des technologies peu matures, une flotte
très hétérogène. Je pense qu'il y a aussi le fait que ça appartient à personne, vraiment, le transport maritime. Et puis, il n'y a pas ce focus peut-être du grand public. C'est très important de préciser, et c'est pour ça que le secteur du transport maritime il est difficile à décarboner, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution très mature.